Ouais. Tout à fait. On a eu 15 heures, et je suis heureux de vous saluer, de vous remercier d'être venu. La salle est quasiment remplie. Peut-être que d'autres vont arriver encore dans un instant. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de présenter Michel Fourcade et le professeur Laurent Bertrand, qui tous les deux sont enseignants à l'université et qui vont nous parler du cardinal de Cabrières en son époque, sa vie, son œuvre, et puis ensuite nous aurons bien sûr un temps d'échange de questions-réponses les uns avec les autres et avec les conférenciers, que je remercie. C'est Monseigneur Jean-Louis Bruguès, qui fut archiviste de cette église à Rome et qui aurait dû présenter cette conférence, mais hier soir il m'a téléphoné, il a la fièvre, et dans ces temps-ci, les causes d'une fièvre sont toujours à examiner avec prudence. Et donc il a préféré ne pas venir, et il me charge de le représenter. Et je vous remercie encore. Monseigneur, chers pères, chers frères, mesdames et messieurs, c'est évidemment avec beaucoup de plaisir que nous participons donc à cette séance de commémoration du cardinal de Cabrières qui a marqué profondément le diocèse, et on peut dire l'histoire de l'Église de France au XIXe et XXe siècle, et au tournant XIXe-XXe. Et donc on est deux, et c'est toujours un art difficile de pouvoir se répartir les choses. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une présentation que je commencerai par les racines, par les sources, par la formation, par la personnalité finalement de Monseigneur de Cabrières telle qu'elle s'est formée. Et puis le professeur Michel Fourcade envisagera donc son œuvre d'évêque à Montpellier, et on a encore souligné ce matin que cet épiscopat a été extrêmement long et marquant dans une époque difficile où il y a conflit avec de multiples ressorts. Et puis on terminera donc, comme on l'a dit, par des questions et puis aussi des renvois de balles, si on peut dire, entre nous deux. Alors, la vie du cardinal de Cabrières a été fortement marquée par ses racines. En effet, il naît François-Marie Anatole de Roverier de Cabrières le 30 août 1830 à Beaucaire. Alors déjà, son nom indique bien qu'il est de noble extraction. Et il est en effet on peut dire la résultante de deux traditions, deux provinces, mais qui sont des traditions très marquées. Du côté paternel, c'est le Gard. C'est le Gard, c'est Nîmes, c'est le pourtour de Nîmes, où ses ancêtres ont vécu pendant très longtemps. Lui-même vivra dans le diocèse de Nîmes jusqu'à sa nomination à l'épiscopat à Montpellier. Et ses ancêtres donc sont au départ des Roveriers. Alors Roverier, c'est un nom ancestral régional, mais ça renvoie aussi à un autre nom, à une autre dynastie, si on peut dire, les Della Rovere, qui étaient des nobles italiens qui ont donné 2 papes à l'Église, notamment Jules II. Et lorsqu'on regarde les armoiries des Cabrières et les armoiries des Della Rovere, eh bien, c'est exactement les mêmes. Alors, je ne sais pas pourquoi. Lui-même, le cardinal, était assez dubitatif sur ses lointaines origines. Toujours est-il que la famille est très largement insérée dans cette région de Nîmes et dans toutes ses dimensions également conflictuelles. Car c'est un pays où on a le sang chaud, c'est vrai,
et où il y a des conflits qui ont marqué pendant des siècles, et notamment le protestantisme, avec des massacres. Alors, c'est vrai qu'en France, on fait référence à beaucoup de massacres de protestants. Il faut bien reconnaître qu'à Nîmes, ça a été beaucoup de massacres de catholiques, notamment la Michelade, hein, dans les années 1560, et qu'il y a on peut dire une haine traditionnelle qui persiste et qui s'incarne dans des débats politiques et dans des attitudes politiques. En sachant que, bien entendu, les catholiques vont être plutôt du côté de la monarchie, à la Révolution, alors que les protestants seront parmi les pionniers de l'émancipation, ce qui se comprend, mais aussi de toutes les mesures qui seront prises contre la limitation de l'influence catholique. Et d'ailleurs, au 9 Thermidor, tous les hommes de la famille de Cabrières sont incarcérés. Et certains d'entre eux ont d'ailleurs été également guillotinés pendant la Révolution. Ces deux Rovériers acquièrent au XVIe siècle la seigneurie de Cabrières, donc dans les faubourgs tout près de Nîmes, avec un château familial qui d'ailleurs va tomber dans l'escarcelle du cardinal lors des partages familiaux. Et la restauration se passe là aussi difficilement, avec des revanches que prennent les catholiques ou certains d'entre eux sur les protestants, et avec un marquis de Cabrières, donc le père du cardinal, qui est très inséré dans les luttes de l'époque, bien entendu monarchiste. Il sera maire adjoint de Nîmes à l'époque où les maires étaient principalement nommés. Et dans les troubles de 1830, la situation était tendue et explosive. Et c'est la raison pour laquelle, alors que ce marquis de Cabrières a épousé une représentante de l'aristocratie du Dauphiné, la famille de Faye de Solignac, qu'il a eu déjà 3 fils, et qu'un 4e s'annonce dans ces années 1830, il emmène sa femme à Beaucaire, et c'est donc un peu par hasard que le futur cardinal va naître à Beaucaire le 30 août 1830, c'est-à-dire juste un mois après les événements de juillet 1830 et la disparition de la branche aînée des Bourbons, remplacée par Louis-Philippe. Les premières années du futur cardinal de Cabrières vont se dérouler donc à Nîmes, avec un enfant qui est, on pourrait dire, pieux, zélé, traditionnel déjà, c'est-à-dire recueillant sans réticence les traditions familiales, mais dans un esprit qui restera très positif tout au long de sa vie, qui est beaucoup plus un accueil de la tradition comme un don qu'il s'agit de faire rayonner, que comme un formatage qu'il s'agit d'imposer aux autres. Et avec une part d'initiative individuelle. Dans le milieu de Cabrières, on est bien sûr très pieux, avec l'union du trône et de l'autel, bien sûr, avec un père qui, comme souvent dans les familles de cette époque-là, ne pratiquera que sur le tard, et des femmes donc dans ces familles qui transmettent une éducation religieuse extrêmement fervente, et bien sûr, l'une des grandes questions devant cet enfant très discipliné, respectueux, etc., sera de son éducation, et de son éducation religieuse et de sa croissance aussi dans la vie chrétienne, et notamment du choix de son confesseur et de son directeur spirituel. Et le futur cardinal, donc Anatole, dirons-nous familièrement, va lui-même choisir un prêtre qui aura sur lui une importance énorme et qui n'est autre que le père d'Alzon. Alors le père d'Alzon est né, je viens de m'en rendre compte il y a quelques instants, exactement jour pour jour, 20 ans avant lui. Il est né donc le 30 août 1810 au Vigan, là aussi dans une famille noble et là aussi dans une tradition bien sûr monarchiste. Il a fait ses études notamment au séminaire de Montpellier, puis des études à Rome,
Il a été ordonné prêtre et il est devenu tout de suite, très jeune, donc juste après son ordination, vicaire général du diocèse de Nîmes. Et il va le rester pendant des années, il va être finalement le grand organisateur du diocèse de Nîmes. C'est un disciple de Lamennais. Autrement dit, Lamennais, comme vous le savez, au moins le Lamennais première période, est extrêmement monarchiste, traditionnaliste, etc. Mais avec une optique qui va très vite évoluer vers une attention sociale importante et finalement un mariage de l'Église et de la liberté qui passera mal auprès des autorités romaines, si bien que petit à petit Lamennais va rompre avec l'Église. Mais Lamennais a imprégné la pensée catholique du XIXe siècle de façon extrêmement profonde et le nombre de ses disciples est très élevé qui, pour la plupart, vont rester au sein de l'Église, mais avec une optique assez particulière. Et notamment, le père d'Alzon sera finalement dans la dualité Dieu et le roi. Il sera certes pour le roi, mais il sera pour Dieu d'abord, et en ne manquant pas de souligner que pour beaucoup de légitimistes ou autres, Dieu n'était finalement qu'un appendice du roi, et qu'il fallait renverser la perspective. Le père d'Alzon sera quelqu'un extrêmement ardent justement dans cette confrontation vis-à-vis de tout le monde issu de la Réforme et de la Révolution, et très ardent à se dire il faut faire passer le message de l'Évangile, et donc il faut reconquérir l'espace, on pourrait dire l'espace médiatique, et il va être donc extrêmement actif dans le domaine du développement des moyens, et notamment du journalisme, de la mission, de façon générale. Donc un zèle apostolique extrêmement puissant, qui l'amènera à fonder les Augustins de l'Assomption, les Assomptionnistes, comme on dira, et comme vous le savez, un peu plus tard, les Assomptionnistes vont fonder le journal La Croix, par exemple, qui est une œuvre, donc, on peut dire un peu au deuxième degré, du père d'Alzon. Et il va y avoir une vraie paternité spirituelle très nette entre ce père d'Alzon, donc, et ce jeune Anatole de Cabrières, qui va finalement très vite incliner ce jeune Anatole vers le sacerdoce. Et il va donc aller au séminaire à Paris, à Issy-les-Moulineaux et à Saint-Sulpice, où il y aura un cursus sans entrave, dirons-nous, et avec un sens aigu aussi du service de l'autre. Hein. Il fera ce qu'il peut pour soutenir telle ou telle personne en difficulté dans son entourage. Enfin, c'est vraiment, il marque d'emblée une attitude extrêmement positive vis-à-vis du prochain. Il sera ordonné prêtre par l'évêque de Nîmes d'alors, Monseigneur Carre, dans la chapelle de l'évêché de Nîmes. Alors à l'époque, l'évêché de Nîmes jouxtait la cathédrale. Hein, si vous voyez la cathédrale de Nîmes, il y a encore le musée du Vieux Nîmes, qui est en fait l'ancien évêché qui sera confisqué lors de la séparation en 1905. Et le jeune abbé de Cabrières va hésiter quelque temps sur une vie plus régulière au sens d'entrer dans un ordre bien précis et pourquoi pas les assomptionnistes. Et puis, dans un premier temps, il va être surtout impliqué dans des affaires diocésaines. On lui demandera de s'occuper du séminaire, on lui demandera de s'occuper aussi de l'une des grandes fondations du père d'Alzon, qui est le collège de l'Assomption. Ce collège de l'Assomption qui initialement siège là où est le lycée Feuchère, actuellement à Nîmes, hein, sur le boulevard Feuchère, qui sera là aussi confisqué un peu plus tard. Et Institut d'Alzon, où le cardinal avait été élève, bien entendu, pendant tout son cursus d'études secondaires, primaires et secondaires. Et on lui demandera même de gérer pendant quelque temps, d'aider à gérer le collège de l'Assomption. Mais il faut bien reconnaître que l'un des
petit bémol que l'on peut mettre sur la personnalité du cardinal de Cabrières était que les questions d'administration n'étaient pas vraiment sa tasse de thé. Hein. D'ailleurs, même au niveau du diocèse, plus tard, ce sera quelque chose d'assez net. Ce seront plutôt ses auxiliaires qui seront chargés de l'intendance et lui, en grand seigneur, de développer donc les grands axes et les relations nationales et au-delà de l'église de Montpellier. Et puis il va devenir le secrétaire de l'évêque qui succède à Monseigneur Carre, qui est Monseigneur Plantier. Monseigneur Plantier vient de Lyon. Il a été directeur du séminaire de Lyon. Il a été nommé donc évêque de Nîmes. N'oublions pas qu'à l'époque, jusqu'en 1905, nous sommes sous le Concordat. C'est-à-dire que les évêques sont nommés par le gouvernement et que le pape a juste à délivrer l'investiture canonique et que c'est finalement un rituel qui est relativement bien huilé, sauf quand il y a vraiment conflit aigu entre le gouvernement et le Saint-Siège, ce qui est relativement rare, mais ce qui veut dire aussi que les évêques qui sont nommés sont un peu le reflet du gouvernement qui les a nommés. Et Monseigneur Plantier, donc, va être nommé à Nîmes. Il sera sacré par le cardinal archevêque de Lyon, qui n'est autre que Monseigneur de Bonald, qui est le fils du philosophe Louis de Bonald. Et il va arriver à Nîmes avec une ardeur et avec un certain nombre de préjugés, on pourrait dire gallicans. Beaucoup, en effet, l'emprise du gallicanisme, si on peut dire de l'autonomie de l'Église de l'Église de France face au Saint-Siège, reste très ancrée dans l'Église de France. Et il va subir, notamment au contact du père d'Alzon, et aussi de celui qu'il va prendre comme secrétaire, donc le jeune Anatole de Cabrières, il va devenir l'un des champions de l'ultramontanisme, c'est-à-dire au contraire de la fidélité, on peut dire, de l'acceptation totale de la prééminence du pape sur l'Église, et Monseigneur Plantier sera, au Concile Vatican I, l'un des fers de lance de la majorité qui va pousser donc à la définition de l'infaillibilité pontificale. On retrouve donc le jeune Anatole de Cabrières comme secrétaire pendant une dizaine d'années de Monseigneur Plantier, et avec là aussi une proximité intellectuelle, affective, spirituelle qui sera extrêmement profonde. Et il faut dire que, alors Monseigneur Plantier, ce n'était pas fait que des amis dans le diocèse de Nîmes, parce que l'un de ses premiers mandements était pour condamner la corrida. Ces spectacles sont indignes d'un chrétien, et il n'était pas le seul à l'avoir dit parmi les évêques de l'époque. Mais enfin bon, c'était évidemment quelque chose qui avait tendu un petit peu les relations avec le milieu catholique nîmois. Bien, toujours est-il que au bout d'une dizaine d'années, donc il va nommer Anatole de Cabrières vicaire chanoine, et avec des fonctions de vicaire général plus ou moins partagées avec le père d'Alzon, ce qui fait que Anatole de Cabrières va déménager de l'évêché pour prendre un logement pour lui, et continuer donc pendant encore une dizaine d'années sa vie dans le diocèse de Nîmes, en y menant une vie donc pastorale avec un certain nombre d'œuvres à assurer, de confession, de direction spirituelle, et puis également intellectuelle, avec des liens très proches avec le milieu littéraire nîmois, et notamment un représentant de ce milieu littéraire nîmois qui est le poète Jean Reboul. Jean Reboul était un boulanger, un artisan boulanger, qui avait publié, notamment lors de la Restauration, au début de la Restauration, un certain nombre de poésies qui ont eu énormément de retentissement dans le milieu de l'époque. Et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais la Restauration de 1815 a été un moment de renouvellement profond de la littérature. Et avec, alors qu'on s'imagine toujours que le retour des Bourbons, c'était la chape de plomb qui tombait, non, il y a une vraie recherche littéraire qui explose à l'époque, et dans la fidélité
finalement, à cette restauration qui est en train de se produire. Quand vous lisez les œuvres du tout jeune Victor Hugo, de 1820, vous avez des odes à Louis XVII. Hein, et évidemment, ça changera un peu par la suite. Mais Jean Reboul fait partie donc de ces poètes, alors, certes de second ordre, mais qui ont marqué la renaissance littéraire des années 1815. Et par exemple, lorsque Chateaubriand passe à Nîmes, tout le monde veut le recevoir dans la bonne société, il dit non, je veux aller voir Jean Reboul. Et il va voir Jean Reboul donc dans son fournil, si l'on peut dire, pour discuter avec lui de poésie, etc. Et Jean Reboul va mourir en 1864. Il sera d'ailleurs extrêmement anxié par Anatole de Cabrières. Et c'est lui qui va prononcer donc à la cathédrale de Nîmes l'éloge funèbre de Jean Reboul. Et petite cause et grands effets, il va bien sûr en profiter dans son éloge funèbre pour rappeler sa fidélité monarchique à l'illustre exilé, qui n'est autre que le comte de Chambord, alors que nous sommes en plein empire, et que le préfet est là, et un certain nombre de représentants locaux, et que, bien entendu, tout le monde se rendra bien compte que l'abbé de Cabrières est d'une fidélité monarchique absolument impeccable. C'est important parce qu'il y a un certain nombre de notables à Nîmes, et notamment le baron de Larcy, et puis un de ses condisciples à l'Assomption, enfin au collège de l'Assomption, Louis Numa Baragnon, qui vont, après la chute de Napoléon III, être intégrés dans le gouvernement, des gouvernements successifs, et notamment le gouvernement du maréchal de MacMahon, l'un des gouvernements dirigés, enfin, sous la présidence de MacMahon, et avec le baron de Larcy qui va être ministre des Travaux publics, et Louis Numa Baragnon qui sera sous-secrétaire d'État, et notamment à l'intérieur. Et on en arrive donc à cette période des années 1870-75, où le Second Empire s'est effondré, et où il y a un traumatisme profond qui s'est surajouté à ce que les catholiques de l'époque avaient vécu. Ils avaient vécu le protestantisme, c'est sûr, ils avaient vécu la Révolution, et ils avaient vécu plus récemment quelque chose qui pour eux était finalement la concrétisation de tout ce qu'on pouvait redouter de l'évolution de la société moderne, et qui était le problème du pouvoir temporel du pape. Sachant que les états temporels du pape donc, apparaissaient à beaucoup comme un anachronisme en plein XIXe siècle, l'unité italienne était bien sûr en cours, et que ça ne pouvait se faire que soit avec un pape qui prenait la tête du mouvement unitaire italien pour chasser les Autrichiens, tous les étrangers, etc., c'est-à-dire faire la guerre, ce que Pie IX n'a pas voulu faire, et par conséquent, et bien très logiquement, il fallait que le pouvoir temporel du pape s'efface. Ça a été extrêmement douloureux, et finalement, tous ces combats vont renforcer un petit peu l'état d'esprit des catholiques de l'époque, d'être vraiment les derniers tenants d'une citadelle assiégée par la philosophie, assiégée par la Révolution, par la maçonnerie, par le carbonarisme, et maintenant donc se concrétisant par la disparition du pape roi, hein, comme on disait à l'époque. Il va y avoir une grande mobilisation, et notamment le diocèse de Nîmes sera un des diocèses un peu en pointe de ce côté-là. Et il va notamment il y aura beaucoup de zouaves pontificaux qui seront originaires du diocèse de Nîmes. Et tout ceci donc marque une ambiance, hein, une tonalité extrêmement fervente, mais également extrêmement sur la défensive. Hein, et qui va marquer vraiment l'époque. Alors je vous l'ai dit, le jeune abbé de Cabrières est considéré comme quelqu'un de parfaitement sûr, mais également quelqu'un de pieux, d'ouvert, disponible pour chacun, et on conçoit qu'il est assez logique qu'il ait un avenir épiscopal. Il est encore jeune, et c'est dans ces années 1873-74 que les choses vont se débloquer, notamment grâce aux notables gardois qui sont au gouvernement. Et on avait pensé un moment pour lui à l'évêché de Mende,
Et puis, l'évêché de Montpellier n'est pas, à l'époque, dans une grande paix, car l'évêque qui est alors en poste, Monseigneur Lecourtier, s'est mis à dos de façon beaucoup plus profonde que pour la tauromachie nîmoise. Il s'est mis à dos une grande partie des élites catholiques de la ville, en apparaissant comme à la fois tiède, sans cap bien défini, un peu inféodé, un peu trop inféodé au pouvoir impérial, si bien qu'il y a des pressions très fortes pour qu'il démissionne, et lui-même, il hésite, et finalement, il signe un jour une lettre au ministre signée « Ancien évêque de Montpellier », qu'à cela ne tienne, le lendemain matin, le journal officiel publie la démission de Monseigneur Lecourtier est acceptée, et il est remplacé, puisque c'est le gouvernement qui nomme, il est remplacé par l'abbé de Cabrières, qui est donc nommé évêque de Montpellier. Bien entendu, Pie IX ne fera aucune difficulté pour lui octroyer ses bulles d'investiture canonique. Il sera sacré dans la cathédrale de Nîmes en 1874, début 1874, par Monseigneur Plantier, et il va arriver à Montpellier avec cette aura finalement de quelqu'un du pays, de quelqu'un d'enthousiaste, de quelqu'un de relation facile. Et par exemple, lorsqu'il fait son entrée solennelle à Montpellier, eh bien, il va haranguer la foule en Languedoc, et si bien que les femmes de la halle vont dire « Ah, aquest évêque est catholique, l'autre est protestant. Cet évêque, il est catholique, l'autre, il était protestant. » Et donc, Monseigneur de Cabrières est aux manettes, si l'on peut dire, du diocèse de Montpellier, et je cède la parole donc, à Michel Fourcade. Merci Thierry. Alors, c'est une intervention pour laquelle je vous remercie, mais pour laquelle j'ai hésité à accepter, parce que c'est pas du tout ma propre spécialité, parce que je suis plutôt spécialiste du XXe siècle, d'histoire religieuse, oui, mais enfin, mon héros à moi, c'est plutôt Jacques Maritain, et donc assez loin de l'Église, de l'époque aussi, du cardinal de Cabrières, même s'il y a évidemment toute une série de points de contact. Et d'autre part, parce que sur l'histoire du cardinal de Cabrières a déjà été très bien faite. D'abord, on a une hagiographie, qui évidemment maintenant, ça se trouve plus que chez les bouquinistes, mais une bonne hagiographie, c'est un genre hagiographique, mais c'est quand même une bonne hagiographie pleine de détails, du chanoine Marcel Bruyère, donc il date de 1956 ou 1957, sur le cardinal de Cabrières. Donc il y a plein de détails concrets, d'anecdotes sur son pontificat, j'exagère, sur son épiscopat. Et puis mon propre maître, Gérard Cholvy, disparu donc en 2017, à la fin de sa vie, a fait toute une série de grandes biographies qui correspondaient aussi un peu à son histoire et à ses choix de vie. Alors, il avait notamment commencé par une très grande biographie de Frédéric Ozanam, le modèle un peu de l'intellectuel catholique laïque, et puis il s'est tourné vers des grandes figures du diocèse, notamment le père Soula, fondateur des Sœurs Gardes-Malades, et puis en 2007, donc cette biographie au CERF, encore disponible celle-ci, du cardinal de Cabrières. Et donc, bon, c'est évidemment très rare, les évêques biographiés plusieurs fois, du 19e ou du début du 20e siècle, et donc ça nous dit déjà la stature qu'a pu avoir le cardinal. Donc je vous conseille bien sûr la lecture, et tout ce que je vous dirai moi directement sur le cardinal Cabrières, n'étant pas spécialiste du 19e, ce sera de seconde main, évidemment, par rapport à ses devanciers. Et puis je signale également, je ne sais pas si l'organisateur est dans la salle là, mais l'exposition qui a lieu à la cathédrale là, sur le cardinal de Cabrières, qui est là encore, je crois, pour 2 jours, avait un bon livret qui a été fait à partir des panneaux. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses, plus que les panneaux de cette très bonne exposition faite sur le cardinal. Et donc, oui, c'est pour ça que j'hésitais à accepter. Pourquoi accepter? Même si je l'avais déjà fait, donc à l'invite de Raphaël, que je vois au fond là-bas, à la cathédrale, il y a 2 ans, d'en parler. Et surtout, la question c'est,
je suis pas, moi, un historien, je suis assez érudit, mais je suis pas un tenant de l'histoire érudite. C'est-à-dire que je pense pas que les gens ont besoin vraiment d'érudition. Les historiens ont besoin d'érudition, mais nous, pour nous nourrir dans la vie quotidienne, c'est pas tellement... L'érudition est un des divertissements de pascalien comme un autre. Bon, autant aller à la piscine ou faire du sport, quoi, finalement. Et donc je me disais, bon, que faire d'érudition autour du cardinal de Cabrières aujourd'hui, alors même que, pour le cinquantenaire en 1971, j'ai relu ce qu'avait écrit Cholvy, il mettait une des figures les plus représentatives du catholicisme méridional disparaissait. Beaucoup s'y sont reconnus, qui vivent encore dans le souvenir nostalgique d'une époque révolue. Alors je dis, bon, il y a 50 ans, l'époque était déjà révolue, alors que dire 50 ans encore après, 100 ans après, en quoi ça peut encore nous parler? Et cette nostalgie, cette mélancolie, elle était celle même du cardinal lui-même, qui a eu une très longue vie. Il meurt à 91 ans, bon, ce qui est rare pour cette époque-là. Puis de vie active, encore quelques jours plus tôt, avant sa mort, il participait aux fêtes du centenaire de l'université de médecine. Bon, il avait reçu la Légion d'honneur la même année, enfin, etc. Donc il n'est pas resté du tout impotent dans ces derniers mois. Jusqu'au dernier jour, pratiquement, il avait fait son job. Mais traversé lui-même par une nostalgie, une mélancolie de ce vieil homme qui était resté... Bon, on a toujours l'âge de ses 18 ans, hein, au moment où on se forme. Et dans lui, il a 18 ans en 1848. C'est un homme de 1848, tu le rappelais, l'époque de Lamennais, de Lacordaire, d'Emmanuel d'Alzon, de la Révolution, de 1848, etc. Et enraciné dans un vieux monde légitimiste, que déjà il voyait disparaître, ce vieux monde légitimiste dans sa propre vie, et un de ses gros livres, à la fin de sa vie, il a consacré son livre de famille, il a publié 500 pages de livret de famille, à ses racines gardoises et dauphinoises, ça s'appelle Cabrières et Vaune, ces deux lieux locaux, et qui était un bouquin qui était déjà traversé par la nostalgie ou par la mélancolie. Et donc ça veut dire que la figure du cardinal de Cabrières est à la fois massive, imposante, et puis en même temps très loin derrière nous. Et dernier point dans mes doutes avant d'accepter le sujet, notre contexte général, notre contexte ecclésial, après les derniers mois traversés de crise, notre contexte culturel également. Moi je vois bien maintenant le niveau de connaissance religieuse de mes étudiants, ils ne savent même pas ce que c'est un cardinal, alors le cardinal de Cabrières, voilà. Comment renouer quelque chose avec... Bon, et c'est ce matin, il faut bien dire, pendant le sermon de Monseigneur, et puisqu'il était question de Cana et de changement de l'eau en vin, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de toute l'eau que j'ai pu accumuler sur le cardinal de Cabrières, pour essayer de lui donner, bon, je ne suis pas Jésus, hein, donc ça ne va pas être du vin, mais pour essayer de lui donner un peu de rythme, hein, et pour essayer de la transformer en quelque chose qui peut nous servir à quelque chose aujourd'hui, à chacun. Et je pense que la vie du cardinal de Cabrières est une assez bonne occasion de réfléchir à notre propre rapport à l'histoire. Et comment nous la faisons, comment nous la remplissons, comment nous la ratons aussi parfois, et comment nous faisons également une histoire dont nous n'avons pas toujours conscience. Ça fait trois niveaux, l'histoire qu'on fait, qu'on remplit, qu'on fait volontairement, celle qu'on fait également involontairement, et puis la troisième, celle à côté de laquelle on passe, peut-être. Bon. Et donc, c'est les trois temps que je vais, ils vont être inégaux en longueur, mais les trois temps que je vais essayer de réfléchir à propos de la vie du cardinal de Cabrières. Alors d'abord, l'histoire qu'on remplit, l'histoire qu'on fait, dans une présence réelle à l'histoire, notre présence réelle à l'histoire, et le cardinal de Cabrières me paraît juste, bon, il y en a qui font rien dans l'histoire, qui passent, qui vivent, etc., mais qui ne laissent pas d'inscription, rien du tout. Bon, le cardinal de Cabrières a laissé une profonde inscription. Il y avait un évêque, je ne me rappelle plus lequel, récemment, qui était surnommé par ses diocésains, un évêque du Nord, présence réelle. Je ne me rappelle plus lequel c'était. Mais je pense que c'est un surnom qui aurait bien mérité le cardinal de Cabrières. C'est-à-dire qu'il a eu un épiscopat pratiquement un demi-siècle, 47 ans, à Montpellier. Et
ça crée tout un enracinement, toutes les vieilles familles montpelliéraines ont une anecdote avec le cardinal Cabrières, qui leur a été transmise de génération en génération. Cholvy me racontait les siennes. Bon, moi, mon anecdote familiale, c'est mon arrière-grand-père qui était né dans une famille, un des rares et des premiers mariages mixtes catholiques protestants, et donc il avait été élevé avec ses 3 frères pas dans l'indifférence, mais dans les 2 éducations religieuses, en disant les garçons feront comme le père protestant, les filles feront comme la mère catholique. Mais il n'y avait que les garçons qui étaient nés. Bon, alors les 2 premiers étaient nés protestants, les 2 autres, dont mon grand-père, avaient été, du coup on les avait pas fait protestants, mais on les avait donné les 2 éducations religieuses avec l'idée qu'ils choisiraient à l'âge adulte. Bon, là-dessus, le père est mort à la guerre de 14. Et les 4 frères ont abjuré le protestantisme et sont devenus en même temps catholiques dans la chapelle avec le cardinal de Cabrières, dans une des derniers mois de sa vie, sûrement. Voilà. Et donc, c'est l'anecdote familiale, il les avait introduits, on pourrait dire, en catholicisme, à partir de cette origine mêlée. Donc, un évêque vraiment présence réelle, qui avait confirmé, pensait que quand il s'en va, quand il meurt, les premiers confirmés qu'il avait fait ont déjà 60 ans. Donc il avait confirmé plusieurs générations, tout un diocèse qui le connaissait donc personnellement. Et cette histoire, il l'a faite, on pourrait dire, dans une bonne fenêtre de temps pour lui, dans une bonne lucarne de temps, qui fait que sa vie a tout un aspect de courbe de vie ascendante jusqu'au dernier jour. Il a eu de la chance, on pourrait dire, dans son laps de temps historique. Puisque lorsqu'il devient évêque de Montpellier en 1873, on est au lendemain de toute une série de défaites nationales, défaites ecclésiales. Défaite nationale de 1810, la Commune de Paris en 1871, je vous rappelle que les communards ont quand même fusillé l'archevêque, Monseigneur de Paris, Monseigneur d'Arbois, et il y a eu tout un violent anticléricalisme qui s'était explosé dans cette Commune de Paris de 1871. Donc une France de guerre civile, non seulement de défaite face à la Prusse, mais de guerre civile, une France humiliée, une France qui va préparer la revanche, etc. Défaite également pour l'Église, tu rappelais à l'instant la question romaine, puisque bon, c'est en 1870 que la papauté sort de sa chrysalide médiévale, puisque c'est à la fois la fin de l'unification italienne avec l'entrée dans Rome de Garibaldi et des laïcs italiens qui achèvent donc par Rome l'unification italienne, dont le pape perd ce qui lui restait d'états pontificaux depuis le Moyen-Âge, qui avait été défendu au dernier moment par des troupes françaises envoyées par Napoléon III, mais comme elles ont été rapatriées pour faire la guerre, il n'y a plus de Français pour défendre Rome, et donc achèvement de l'unification italienne, la papauté perd son Moyen-Âge. Mais en même temps, cette année 1870 est plus ambiguë, puisque la guerre a interrompu le Concile Vatican Ier, qui restera un concile inachevé, mais qui a eu le temps de faire une de ses sessions, et dans cette session, il adopte l'infaillibilité pontificale, et donc c'est la naissance d'une autre papauté, on pourrait dire plus idéologique, d'un rayonnement plus spirituel de la papauté mondiale. Donc c'est la papauté moderne qui est née en même temps. Dans la même année, pas le même mois, mais à 2 mois près, il y a à la fois la fin de la papauté médiévale et le début de la papauté contemporaine. Mais enfin, au départ, on ne sait pas encore que c'est le début de la papauté contemporaine. On voit simplement la crise et il va falloir que la papauté se réinvente, ce qui sera surtout le travail du successeur de Pie IX, Léon XIII. Voilà. Et donc, lorsque Monseigneur de Cabrières arrive à Montpellier, il est dans cet échec général, on pourrait dire, échec ecclésial, échec national. 1873, c'est une période basse dans l'histoire de la France. Et en 1921, lorsqu'il meurt, c'est la France de la victoire. C'est la France... il y a eu toute une courbe ascendante de reconstruction, de restauration, au niveau national comme au niveau ecclésial, et à la fin, les deux étaient restés plutôt indépendants, et même avec une série de crises dont on va parler, mais à la fin, les deux ont même convergé. Quelques mois avant de mourir, il reçoit la Légion d'honneur, il avait refusé une première fois, il la reçoit en 1921. Le président de la République, Alexandre Millerand, pas Mitterrand, Millerand, qui vient à Montpellier pour de nouveau des fêtes du 7e centenaire, cette fois-ci de la faculté de médecine, a une phrase pour lui en disant voilà un grand chrétien, mais aussi un grand Français, et donc il est salué par le président de la République. Et puis, c'est pas uniquement un contexte diocésain, c'est un contexte général. Pensez que en 1873,
l'évêque d'Orléans, Monseigneur Dupanloup, grande figure de ce qu'on appelle l'ordre moral, lance le procès pas de réhabilitation, mais le procès de béatification de Jeanne d'Arc. Bon, ben, ce procès de béatification de Jeanne d'Arc, il aboutit, en 1909, elle devient bienheureuse, en 1920, elle est canonisée. Et Jeanne d'Arc figure à la fois de sainteté et en même temps figure nationale. Hein, et conjuguant les deux, hein, la sainte de l'Église et puis la sainte de la nation, les deux mémoires françaises de Jeanne d'Arc. 1919, c'est l'inauguration de la basilique de Montmartre, hein, qui était née elle aussi de la défaite de 1870, où on avait fait un vœu national de construire une basilique avec l'idée de réparer la défaite, les crimes de la commune, etc. Bon, il avait fallu plus de 40 ans pour la construire, et donc c'est en 1919 qu'elle est inaugurée. Bon, mais l'épiscopat de Cabrières a la même courbe, on pourrait dire, ascendante, hein, que ces deux dates, que celle dessinée par ces deux dates, aussi au niveau national, 1873-1921, d'une défaite à des victoires. Et il y a une sorte d'illustration locale de ce qui est plus général, hein, pour la France et puis pour l'Église de France. Et donc on pourrait dire que déjà que cette histoire qu'il a faite, auquel il a participé, qu'il a remplie, bon, il a bien joué, et ça se verra d'ailleurs à ses obsèques, etc., comme on en reparlera tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a accompagné, il a même un peu guidé cette histoire de la reconstruction française et puis de l'Église de France. Sous le plan de la pratique religieuse, un peu moins bien, hein, c'est-à-dire qu'on est un diocèse pauvre déjà en pratique religieuse, il y a 14% de pratique, alors avec un dimorphisme homme-femme, hein, les femmes vont à l'église et les hommes vont à la confrérie, hein, mais ou quand ils vont quelque part, hein, beaucoup ne vont nulle part, mais donc à Montpellier, en 1866, il y avait 3000 hommes simplement qui faisaient leur Pâques, 14% de la population. En 1911, ils ne sont que 2800 à faire leur Pâques, hein, donc 10%, un peu plus de 10% de la population. Donc, attention, on imagine souvent que le 19e c'est la chrétienté. Non, le 19e c'est déjà très déchristianisé, même dans des régions, y compris dans des régions rurales, mais très inégalement aussi. Il y a des régions de pratique et puis d'autres où déjà très entamées, la pratique religieuse est déjà très entamée. Et donc, le cardinal a donc accompagné jusqu'à apparaître comme une des principales figures épiscopales, on pourrait dire, représentant ce qu'on appelle l'union sacrée. Hein, en 1418, le cardinal, un des cardinaux de l'union sacrée. Il n'y a pas que lui, mais c'est une des principales figures de l'union sacrée. Alors naturellement, ce parcours-là, qui peut paraître triomphal lorsqu'on le regarde de près, vous le rappeliez ce matin, c'était un parcours qui a été jalonné de crises, et puis dans tous les domaines. Et ces crises-là, toujours l'histoire qu'on fait, auquel on participe, Cabrières les a faites en étant très profondément et même spécifiquement, significativement engagé dans chacune de ces crises. C'est pas du tout un évêque rasant les murs, hein, dans tous les domaines, il est resté extrêmement engagé, n'ayant pas peur de ses convictions, dans toutes les crises politiques, théologico-politiques, sociales, évidemment, ou religieuses, que la France a pu connaître dans cette période. Alors, il le fait malgré tout, on lui pardonnera beaucoup, parce qu'il le fait, on l'appelait l'évêque gentilhomme, hein, avec une courtoisie parfaite d'Ancien Régime, justement, et donc même en excommuniant le préfet en 1880, il arrive à le faire gentiment, enfin, poliment en tout cas. Bon, donc, il l'a fait avec beaucoup d'affabilité et de courtoisie, etc., mais malgré tout, c'est un évêque très significativement engagé, plus que la moyenne de pas mal d'évêques d'autrefois, comme d'aujourd'hui. Voilà. Et dans ces crises, alors si on pense aux crises politiques, c'est un homme en même temps qui, tout en étant très profondément engagé, est resté modéré. Il n'a été par exemple ni boulangiste, il ne s'est pas signalé non plus dans l'affaire Dreyfus et dans la crise antisémite autour de l'affaire Dreyfus. Hein. Malgré son ancrage proche de ce qui sera l'action française et des milieux monarchistes, il n'a pas donné de gage à l'antisémitisme.
il était beaucoup plus anti-protestant, ailleurs, par ses racines, qu'antisémite, où la question finalement se posait pas tellement, au moins dans la région, à Montpellier même, en tout cas. Mais dans la crise de la séparation, hein, il est en flèche dans cette crise de la séparation, et avant la crise de la séparation de 1905, il y avait déjà eu, donc, dès 1880, une première expulsion des congrégations religieuses, et donc c'est dans cette occasion-là qu'il est allé excommunier le préfet, lorsqu'on avait expulsé les carmes, je vois un carme parmi nous, en 1881, de manière un peu musclée, le cardinal de Cabrillère était allé voir le préfet pour protester, évidemment, contre cette excommunication des pères carmes. Il est très engagé également, après la séparation, il y a la crise des inventaires et le refus des associations cultuelles, donc il est en position, en flèche, à ce moment-là, dans l'épiscopat, pour refuser ce que proposait le gouvernement et faire preuve d'intransigeance. Localement, on le trouvera très engagé également dans les... c'est un contexte où naissent de nouveaux groupes politiques dans le monde catholique. Il y a le Sillon, qui est né dès 1894. Il y a l'Action française qui va se former en 1899. Bon, ben, on pourrait dire que le cardinal de Cabrillère, enfin, il n'est pas encore cardinal, il n'est que monseigneur, mais il choisit son camp. Il est beaucoup plus proche, évidemment, de l'Action française que du Sillon, qui est considéré comme une initiative démocratique assez malvenue. Hein, voilà. Donc, et il donnera des gages, on en reparlera tout à l'heure, à l'Action française, jusqu'à participer. L'Action française avait créé un institut d'Action française, et en 1906, le cardinal figure quelques cours de l'Institut d'Action française donné par le père de Pascal, qui était un dominicain, à la chaire du syllabus, puisque parmi les chaires de l'Institut d'Action française, il y avait une chaire du syllabus. Alors, ceci dit, cet engagement ne tranche pas vraiment dans la région. C'est en ça qu'il est un peu comme un poisson dans l'eau, dans une région très tranchée. Tu rappelais que c'était donc un blanc du Midi, mais le Midi est donc un bastion monarchiste à cette époque-là, avant même l'Action française qui ne se formule qu'à la fin du 19e. Et on a par exemple, Cholly cité dans un de ses bouquins, le rapport du procureur général, le nouveau procureur général de Montpellier en 1851. Vous m'avez envoyé dans un pays qui ne ressemble pas au reste de la France. Les populations y sont parquées en deux classes ennemies, les blancs et les rouges. Des républicains modérés, j'en cherche encore après 18 mois de séjour, légitimistes ou démagogues, on n'est que cela dans cette contrée. Hein. Donc Montpellier, c'est ça, hein. Légitimistes ou démagogues, on n'est que ça dans cette contrée. Et bon, ben, le cardinal, par ses racines, bon, ben, finalement, il est bien sûr un blanc, il est du côté des blancs, et il ne le renie pas du tout. Pensez que c'est une région qui reste très marquée par les héritages des guerres de religion qui ont été sans arrêt rallumés. La révolution en France, dans la région, elle a été reçue comme une ressucée des guerres de religion. Hein. Et donc, se rappeler que le 20 octobre 1561, Montpellier, une des premières villes, était tombée sous la domination calviniste, que toutes les églises, les couvents, la cathédrale même, avaient été détruits en 1562-1563. Que le culte catholique était resté interrompu plusieurs décennies à Montpellier avec une crise iconoclaste, qu'on était au cœur de la première des guerres de religion. Hein, Montpellier-Nîmes également, tu parlais de la Michelade tout à l'heure de Nîmes en 1567, où c'était le jour de la Saint-Michel, le massacre des notables catholiques dans la cour de l'évêché. Bon. Et tout ça, ensuite, les divisions de la Révolution française, c'était, on pourrait dire, ça ne s'était pas arrêté au XVIe siècle. Hein. On avait eu ensuite la reconquête catholique au XVIIe siècle, le siège de Montpellier par Richelieu, par Louis XIII, les remparts rasés en 1622, le siège de Montpellier, la citadelle construite en 1624-27, aujourd'hui lycée Joffre, Montpellier comme ville de la contre-réforme, avec tous les nouveaux couvents qui ont été construits à ce moment-là, la guerre des Camisards ensuite en 1709, hein, tout ça c'est notre pays, et c'est aussi le pays de Cabrillère, et ensuite donc la Révolution avec sa terreur rouge, et puis ensuite suivi de la contre-révolution avec sa terreur blanche au début du XIXe siècle, tout ça avait marqué donc notre région-là. Hein. Et donc ça touche à l'enfance du cardinal de Cabrillère. Il a un arrière-grand-père qui est mort sur l'échafaud, le château même de Cabrillère avait brûlé en 1622, etc. Bon. Et donc il est le porteur de cette mémoire du Midi qui nous a donné donc non pas une mémoire œcuménique. Comme je vous le disais, mon grand-père est né dans un des rares couples catholiques protestants de cette époque-là, mais
parmi les souvenirs familiaux, il y avait le repas de mariage, ça avait été musclé. Hein, et les sermons du pasteur et les sermons du curé avaient choqué les uns et les autres. Voilà. Bon. Donc, on n'est pas du tout encore à l'époque de l'œcuménisme, etc. Bon. Alors, un des mérites, finalement, du cardinal de Monseigneur de Cabrières, ça sera de commencer la lente transformation de tout ce passé belliqueux, on pourrait dire en patrimoine, en richesse de patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, on en est plutôt fiers de ce passé-là. Hein, et finalement, ça nous touche, ça nous permet d'habiter un peu mieux le passé, cette guerre des Camisards, etc. Simplement, il a fallu passer donc du temps de la mémoire belliqueuse au temps de la mémoire patrimoniale. Et Cabrières, en gentilhomme, justement, il a su faire usage de l'histoire dans sa pastorale. Hein. Il se rappelait sans arrêt qu'il était évêque non seulement de Montpellier, mais des 5 diocèses qui, avant la Révolution, faisaient notre diocèse actuel, évêque d'Agde, évêque de Lodève, évêque de Saint-Pons, évêque de Béziers et évêque de Maguelone. Et c'est sous son épiscopat qu'on a relevé les ruines de Maguelone avec Frédéric Fabrège, etc. Chaque fois qu'il y avait des traces du rôle de l'Église dans le passé, il les a remises en valeur. Par exemple, le pape Pie VII, lorsqu'il avait été libéré par Napoléon Ier de Fontainebleau, était passé dans la région, il s'était arrêté à Béziers, à Nîmes, etc. Bon, on a construit des chapelles partout où Pie VII avait pu s'arrêter. Et Monseigneur de Cabrières donc, a utilisé cette mémoire-là de Pie VII. Je vous disais qu'il a bien accompagné l'université au moment du 6e centenaire de l'université, puis du 7e centenaire de la fac de médecine qui était née avant l'université en 1921. Il a accompagné tout ça par des manifestations religieuses, des messes, etc. Et là aussi, il a su rappeler le passé médiéval de la ville et tout ce que l'université devait à l'Église, puisque c'est les papes qui ont fondé l'université à Montpellier et avant l'école de médecine à Montpellier. Voilà. Bon, il a su donc tout ça transformer. Donc on est à un moment où la mémoire vive, qui était encore la sienne de sa jeunesse, se transforme en patrimoine, en richesse patrimoniale, et il a su guider, on peut dire, ce mouvement-là. Et donc, malgré son engagement profond en blanc du Midi, son engagement, il dépeint pas dans ce diocèse-là. Je vous rappelle que le grand journal montpelliérain jusqu'en 1944, c'est l'Éclair, qui n'est pas une succursale de l'Action française, mais presque, et qui est un grand quotidien monarchiste, dirigé depuis 1881 par Alexandre de Vichy. On est dans une région marquée. Alors, où est-ce que sont les monarchistes? Ce sont les notables, et notamment le Midi des masses, des gros masses ou des châteaux entourés de leurs vignobles, etc. Bon, c'est là qu'il y a les grandes familles monarchistes, etc., aussi bien près de Montpellier que près de Béziers. Et donc, dans cet univers-là, Cabrières, c'est le sien, finalement, et c'était un évêque très adapté sociologiquement à ce diocèse-là, et qu'il a su donc accompagner. Alors qu'il a su accompagner, donc, sans ranimer les querelles, le préfet, donc le même qui avait été excommunié, disait qu'il était fortiter, in re suaviter in modo, donc fort sur le fond des choses, mais suave pour la manière de procéder. Alors tu rappelais que c'est aussi un groupie de Dalzon, d'Emmanuel Dalzon. Et par Dalzon, Cabrières a encore, on pourrait dire, retrempé une piété qui caractérise bien ce qu'on appelle la piété ultramontaine. Vous savez, la piété ultramontaine, si je la schématise, c'est les trois blancheurs, l'Eucharistie, Marie et le pape, avec trois dévotions particulières autour de ces trois thèmes. Et donc, les trois blancheurs conviennent bien, comme pour l'époque en tout cas, et pour notre région aussi, conviennent bien à la piété ultramontaine que mettra en œuvre Cabrières, ou encouragera Cabrières, dans le diocèse. Et donc, il va s'appuyer sur les processions, le culte marial, Notre-Dame du Suc. Alors, il se trouve qu'en 1873, il y a eu des apparitions à Notre-Dame de la Sylve, de Notre-Dame du Dimanche. Bon, et donc, il va accompagner tout ça. On a vu
c'est rappelé dans l'exposition, qui s'appuiera beaucoup aussi sur les confréries des pénitents. Alors les confréries des pénitents, c'était une des grandes originalités de la France d'Ancien Régime, du XVIIIe siècle, mais elles connaissent un revival à l'époque justement de Cabrières. Bon, lorsqu'il devient cardinal, il y a 5000, j'ai lu, 5000 pénitents qui l'accueillent à la gare. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on trouverait 5000 pénitents blancs ou bleus, même en les ajoutant, mais à l'époque, ils y sont. Et donc, ça montre bien que cette piété-là, bon, il en reste peut-être moindre aujourd'hui, mais pour l'époque, ça marchait tout à fait bien. Cette piété ultramontaine est aussi un souci du peuple assez grand. Cabrières accompagnera les évolutions démographiques, il créera les paroisses qu'il faut pour les nouveaux quartiers des faubourgs, c'est sous son épiscopat que sont créés par exemple la paroisse des Saint-François ou la paroisse des Saint-Cléophat dans les nouveaux faubourgs. C'est sous son épiscopat à Montpellier que vont venir les Salésiens. Don Bosco fait une visite à Montpellier et crée son orphelinat, là où il y a aujourd'hui l'église Don Bosco, que va se créer également l'enclos Saint-François avec le chanoine emprunt. Donc, la piété du cardinal de Cabrières c'est trouver les voies qui fonctionnent, on pourrait dire, dans la population. Et il n'y a pas tout à fait un hasard s'il va pouvoir devenir, avec la révolte des vignerons en 1907, l'évêque des Gueux. Il en avait toujours été assez proche. Mais alors, proche évidemment façon Ancien Régime. Hein, c'est-à-dire qu'il est dans ce qu'on pourrait appeler l'école du patronage. Hein, et donc, le devoir des élites sociales, et notamment des élites légitimistes, envers un peu leurs gens. Quoi. Bon, voilà. Et donc il est resté dans cette... Mais ça fonctionne. Hein, et lorsqu'il accueille, lorsqu'il fait ouvrir donc, les églises dans la nuit du 9 juin 1907, alors que Montpellier, ville de 90 000 habitants, est envahie par 500 000, 800 000 personnes venues pour la révolte des vignerons, lorsque... il ouvre donc les églises et qu'il devient donc ce jour-là, pour la légende, l'évêque des Gueux. Bon, c'était dans la continuité justement de ce rapport-là qu'il souhaitait avec le peuple, un rapport un peu ancien régime, si vous voulez, mais qui fonctionne encore à cette époque-là. Et au moment de la séparation, 1907, on est 2 ans après la séparation, et en 1906, lors d'une des premières assemblées de l'Église de France, puisqu'il y a une Église de France une fois qu'on a fait la séparation, et que les évêques peuvent sortir de leur diocèse pour se réunir ensemble et pour parler d'une seule voix, et donc c'était Cabrières qui avait fait le discours à Notre-Dame de Paris à la 2e assemblée des évêques de France. En 1906, il avait dit, bon ben voilà, ce concordat légal, il a été rompu, mais il faut maintenant faire un nouveau concordat qui se fera dans la rue entre l'Église et le peuple. Il n'y aura plus un concordat avec l'État, parce que l'État n'en veut plus, mais un concordat entre l'Église et le peuple. Et finalement, cette nuit de 1907, où il devient l'évêque des Gueux, illustre bien ce nouveau type de concordat qu'il avait annoncé donc, dans son discours de 1906. Et ainsi, donc, Cabrières devient non seulement l'évêque des Gueux, mais l'évêque des foules. Lorsqu'il devient cardinal en 1911, c'est un retour absolument triomphal. Bon, il flatte l'orgueil de Montpellier, c'est un peu comme si on arrivait en demi-finale au niveau du football. Là. Bon, et donc, il y a plus de 30 000 personnes quand même entre la gare et l'évêché qui l'accueillent, qui le congratulent, qui accompagnent sa calèche, etc. De même, ses obsèques, 20 000 personnes iront auprès de son corps, 30 000 personnes vont être réunies. Bon, Montpellier n'a pas connu d'obsèques pareilles, hein, à part peut-être celle de Fraîche, enfin même pour Fraîche, il n'y avait pas 30 000 personnes, j'y étais, mais il n'y avait pas 30 000 personnes, même si tout le monde ne rentrait pas dans la cathédrale, mais on n'était quand même pas 30 000 à se presser autour du catafalque. Bon. Et donc, il y a quand même une exceptionnalité hein, cardinal Cabrières, ici, les plus grandes obsèques hein, de l'histoire de Montpellier. Bon, alors je pourrais continuer comme ça, et montrer donc comment il a parfaitement bien rempli son époque, dans son engagement, dans ses engagements même, et comment il a parfaitement illustré donc l'histoire qu'on fait volontairement, l'histoire à laquelle on participe. Bon, il a fait l'histoire, il a cherché à la faire, et c'est une courbe, il a fait une belle histoire, puisque c'est une réussite, on peut la lire tout à fait comme une réussite. Alors, on ne va pas en rester là malgré tout, et donc, pensez aussi que donc, les hommes font l'histoire, mais ils comprennent rarement l'histoire qu'ils font. Hein. Et c'est Dieu qui fait l'histoire en réalité. Et donc, les hommes ne comprennent pas tout de l'histoire qu'ils font. Et donc,
bien voir qu'on pourrait dire aussi que par tous les engagements qui ont été ceux du cardinal de Caboyère, curieusement, un des effets, c'est de conduire finalement à cette séparation de l'Église et de l'État qu'il refusait. Je vous donne... Pourquoi est-ce que la séparation arrive en 1905 après un siècle de concordat? Je vous rappelle, déjà dans la Révolution française, il y a eu de la séparation. Bon, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi a-t-il fallu le concordat, 1801, signé par Napoléon Ier? Et pourquoi a-t-il fallu plus de 100 ans pour arriver au concordat de 1801, qui satisfaisait personne en permanence? On s'est disputé autour de ce concordat de 1801 jusqu'à la séparation en 1905. Et donc, dans le cours que je fais à mes étudiants là-dessus, je leur explique que pour passer du concordat à 1905, sans que ça soit la guerre civile, il fallait qu'il y ait trois logiques historiques, trois dynamiques historiques. Et la première dynamique historique, c'était qu'il fallait que l'Église apprenne à vivre hors de l'État. Puisque l'Église, avant même la Révolution, dès Philippe le Bel et encore plus sous Louis XIV, avec en 1682 la Déclaration des 4 articles, puis dans la Révolution elle-même, où elle avait même failli être transformée en corps de fonctionnaires, avec la constitution civile du clergé, puis dans le Concordat encore, on est donc dans une Église de France qui est gallicane, qui est contente d'être gallicane, qu'il est volontairement. Tout à l'heure, tu rappelais que Plantier, au départ, à Nîmes, il est gallican, il ne se laissera ultramontaniser que peu à peu. Darbois, qui se fait fusiller par les communards, il était gallican, pour ça qu'il n'était pas cardinal d'ailleurs, il était gallican, et au moment du Concile Vatican I, 6 mois plus tôt, il était contre l'infaillibilité pontificale. Bon. Et donc on a une Église de France tout au long du XIXe siècle qui va être travaillée par un mouvement interne, de se dégallicaniser, c'est-à-dire apprendre à vivre loin de l'État, avec moins d'État, et à se relier plutôt à son centre romain, ultra-montanisé. C'est le grand débat du 19e, une église moins gallica, mais qui traverse le clergé, qui traverse l'épiscopat, qui traverse toute l'église elle-même. Alors, Cabrières, c'est justement un ultramontain. Et par sa jeunesse avec Dalzon, là, il est resté ultramontain toute sa vie. Et ensuite même, quand il est évêque à Montpellier, et ensuite cardinal, il fait un voyage à Rome le plus souvent possible, il est allé une trentaine de fois, etc. Bon. Et donc, plus l'Église est ultramontaine, et moins elle est gallicane, et plus elle peut se passer de l'État. Et d'ailleurs, il est d'ailleurs régulièrement puni sous le Concordat par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, qui lui supprime son traitement. Lorsqu'il excommunie le préfet en 1880, bon, les mois d'après, il n'a plus de traitement. Et alors, il montre d'ailleurs très bien que l'Église peut vivre sans traitement, puisqu'on fait à ce moment-là une souscription dans les clercs, et en 2 jours, on réunit 10 000 francs, c'est-à-dire son traitement annuel. Bon, on arrête la souscription, parce qu'il y a trop de succès pour la souscription du cardinal de Cabrières, etc. Et donc, en s'opposant, on va dire, à l'État, en étant ultramontain, en étant profondément ultramontain, il prépare la possibilité de la séparation. Et une Église qui apprend à vivre loin de l'État, ce qui ne lui était jamais arrivé avant, ou au moins depuis Louis XIV, puis encore la Révolution, puis encore avec Napoléon, elle était donc soumise à l'État. Et donc voilà, on ne sait pas l'histoire qu'on fait, on ne fait pas l'histoire. On ne comprend pas forcément l'histoire qu'on fait quand on y participe. La deuxième dynamique qui était indispensable pour passer du Concordat à la séparation de 1905, c'est que la Révolution avait détruit toute la société civile. À la Révolution, on a appliqué tel quel le contrat social de Rousseau, c'est-à-dire qu'il y a l'individu, point, et l'État. Mais il n'y a rien entre. Il n'y a plus aucune corporation, il n'y a plus aucune association, il n'y a plus aucune communauté. Et de manière très volontaire, on a donc détruit toute la société civile organisée. Et donc, on n'était plus que individu ou citoyen. C'est-à-dire, ma seule manière de vivre collectivement, c'est citoyen. C'est pour ça qu'ils s'appellent tous citoyens, au moment de la Révolution française, parce qu'il y a eu destruction de la société civile. Or, tout au long du XIXe siècle, on va la réinventer, c'est le processus libéral, demander des libertés à l'État. Des libertés scolaires, avoir le droit de créer des écoles qui ne dépendent pas de l'État. Des libertés d'association, des libertés de presse, des libertés syndicales, etc. Alors, ce pas les mêmes gens qui ont demandé les mêmes libertés. Mais Cabrières en a demandé pas mal. Il n'a pas demandé toutes les libertés dans tout ça.
La liberté de la presse, rester homme du syllabus, ça ne devait pas l'intéresser beaucoup. De même, la liberté syndicale, on verra que c'était pas non plus trop son rayon. Mais par contre, les libertés scolaires, oui, dès 1830-1848, le groupe Montalembert, Lacordaire, etc., demandent les libertés scolaires et les obtiennent, avec les lois Guizot pour le primaire en 1833, la loi Fallou pour le secondaire en 1850, la loi de 1875 pour le supérieur, etc. Bon. Et donc, par l'école, il n'y a pas que l'école qui a recréé la société civile, mais déjà par les lois scolaires qui permettent de créer des écoles privées. Bon. Ensuite, on aura la loi Valdec-Rousseau qui permet de créer des organisations syndicales, corporatives, ça c'est 1883-84. Puis on a la loi sur les associations en 1901 qui permet de créer des associations. Les lois de liberté de la presse, etc. On recrée de la société civile que la Révolution avait détruite. Hein, tout le processus libéral lorsqu'on met toutes ces lois les unes après les autres. Bon. Et bien, Cabrières, là aussi, en essayant de recréer tout un tissu social de chrétienté, ces confréries de pénitents, ces écoles, ces orphelinats, ces patronages, etc., participe de cette reconstruction d'une société civile, hein, c'est-à-dire d'un collectif, d'un espace collectif, mais qui ne dépend pas de l'État. Et donc là aussi, la deuxième dynamique qui était indispensable pour arriver à la séparation, ben, il a joué sa pierre sans s'en rendre compte, hein, mais il a porté sa pierre en participant à cette reconstruction d'un tissu social supprimé par la Révolution. Et puis, la troisième dynamique, c'est que penser que l'État a toujours été religieux. Avant même Napoléon, avant même le Concordat, etc. Enfin, l'État, par essence, le théologico-politique est uni, hein, sous Israël ancien, mais sous les pharaons, sous les Romains, etc. Enfin, l'empereur est Dieu. Il y a toujours eu un culte impérial, un culte étatique, un culte de la cité, etc. Et donc, rompre avec la religion, c'est bien, oui, ok, en 1905, mais il y a une angoisse. Où l'État, du coup, va-t-il aller puiser de nouvelles sacralités qui lui sont nécessaires pour se légitimer son action, pour sacraliser, pour en fait tout ce qu'on fait politiquement, on a besoin de sacrifier de temps en temps, dans une guerre par exemple, on a besoin de sacraliser, on a besoin de légitimer, etc. Et donc si l'État coupe avec la religion, ce qu'il n'avait jamais fait précédemment dans toute l'histoire, où va-t-il aller trouver des sources de sacralité? Et la question, on le voit bien, dans le débat sur la séparation en 1905, au moment de la séparation, le ministre de l'Intérieur de l'époque, René Viviani, a dit « Nous avons éteint dans le ciel des étoiles qu'on ne rallumera plus. » Bon, il était très fier de lui, comme sécularisateur. « Nous avons éteint dans le ciel, c'est un peu grandiose, ça avait fait rigoler Charles Péguy, hein, mais nous avons éteint dans le ciel des étoiles qu'on ne rallumera plus. » Bon, c'est le même Viviani qui est président du Conseil en 14 et qui doit à toute vitesse rallumer les étoiles en proclamant l'union sacrée. Alors c'est pas lui qui a inventé la notion, c'est Poincaré, mais Poincaré n'a pas le droit de faire le discours devant la Chambre, donc c'est Viviani, président du Conseil, qui vient faire le discours sur l'union sacrée au nom de Poincaré. Et donc d'où sort cette union sacrée? Cette notion de sacré que va nous sortir Poincaré en 14, c'est bien rallumer les étoiles, rallumer de la sacralité, après que 1905 ait créé une sorte de gouffre d'absence de sacralité. Et alors, Cabrières va s'y engouffrer, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il va devenir le cardinal illustrateur de l'union sacrée. Mais là aussi, en acceptant la notion, je vous dis la formule utilisée par Poincaré dans ses mémoires. Lorsque j'ai écrit mon message, le mot m'est venu tout naturellement sous la plume. Aujourd'hui, il faut tout expliquer aux étudiants. Alors, quand je leur parle d'union sacrée en 14, ils s'imaginent que c'est les évêques qui proclament l'union sacrée. C'est pas les évêques du tout. Hein. Ça n'a rien de religieux ni de catholique, l'union sacrée. C'est Poincaré. Et donc, qui nous explique, lorsque j'ai écrit mon message, le mot m'est venu, on est le 3 août 14, tout naturellement sous la plume. L'union sacrée, sacrée comme le bataillon thébain, dont les guerriers, liés d'une indissoluble amitié, juraient de mourir ensemble, sacrée comme les guerres entreprises par les Grecs pour la défense du temple de Delphes, sacrée comme ce qui est grand, inviolable et presque surnaturel. Vous voyez, on est loin du catholicisme dans l'union sacrée. Hein. On est dans le sacré sociologique, dans le sacré du lien social lui-même, et dans le théologico-politique païen, on va dire. Hein, voilà. Et donc, si Poincaré est allé chercher cette notion-là, tout d'un coup, là, si ça lui a inspiré, c'est bien parce qu'il y a un manque dans le
le discours officiel en 14, qui met à fond. Je vous rappelle qu'on est les seuls sécularisés à cette époque-là. L'Angleterre, ils ont leur culte anglican, les Allemands, ils ont Gott mit uns, etc. Bon, nous, on y va tout nul, hein, sans Dieu, à la guerre. Et immédiatement, il y a des angoisses dans les campagnes. Comment, on le voit par exemple en Lozère, où les maires, en douce, en cachette, commencent à consacrer leur commune au Sacré-Cœur, parce que l'angoisse de la population, c'est comment Dieu va se comporter avec un pays qu'il a officiellement renié. Et donc, c'est pour ça que Poincaré nous sort son union sacrée. Et donc, Cabrières, en acceptant, finalement, bon, ça va servir un peu d'auberge espagnole, chacun va pouvoir habiter l'union sacrée comme il veut, et y rajouter sa propre version, on pourrait dire, de l'union sacrée. Lui, Cabrières va bien sûr chercher à la catholiciser, cette union sacrée, mais en rentrant dans ce discours-là, en acceptant le terrain de Poincaré, on pourrait dire, il participe à la sacralisation de la République, hein, et il participe au fait que la République est moins nue, et que notre laïcité devient du coup plus fonctionnelle, plus acceptable, et il la rend viable. Hein. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il ait conçu tout ça dans sa tête, le cardinal de Cabrières, mais l'effet, s'il avait boudé l'union sacrée, si tout le monde avait boudé l'union sacrée, bon ben, ça aurait fait flop. Mais là, que des gens comme Cabrières soient rentrés magnifiquement dans ce discours d'union sacrée au point de s'identifier avec elle, il a donné du carburant idéologique, on pourrait dire, à la République et à sa laïcité. Et donc, les trois dynamiques, hein, qui nous font passer de 1801 du Concordat à la séparation en 1905, que ce soit la dynamique ultramontaine, la dynamique libérale recréant la société civile, ou la dynamique sécularisatrice, transférant le religieux vers des objets comme la nation, par exemple, Cabrières y a participé, sans le vouloir, inconsciemment, mais il y a participé, et jusqu'à illustrer parfaitement la troisième de ces dynamiques, celle de l'union sacrée. Alors de même, le rôle qu'il a pu jouer auprès de l'Action française est intéressant à analyser. Donc, je vous renvoie à la thèse de Jacques Prévotat, Les catholiques et l'Action française, l'histoire d'une condamnation, qui est la grosse thèse consacrée à la question. Et donc, Cabrières a été un des évêques donc, les plus engagés auprès de l'Action française, et l'Action française avait été une première fois condamnée par la congrégation de l'Index en 1913, mais Cabrières va faire en sorte, Cabrières et quelques autres vont intervenir pour faire en sorte que cette condamnation reste secrète. La condamnation qui est donc portée sous le pontificat de Pie X en 1913, d'un certain nombre de livres de Maurras, qui étaient des livres païens comme Antinéa, etc. La condamnation va rester secrète grâce à l'intervention d'un certain nombre de gens, dont le cardinal de Cabrières, qui avait mouillé sa chemise à ce moment-là, à Rome, comme avocat de la Ligue, pour expliquer qu'une condamnation serait inopportune. Et donc, il fait partie de ceux qui ont un peu sauvé la mise à la Ligue maurassienne en 1913. Alors, bon... Lorsqu'on réfléchit à cette crise d'Action française, c'est une histoire aussi intéressante, puisque l'Action française va produire une élite laïque, sortie du christianisme et pouvant s'engager hors du cléricalisme dans la cité, sortie, pardon, pas du christianisme, Maurras lui-même était incroyant, mais pas mal de maurassiens ne l'étaient pas, sorti du cléricalisme, hein, et pouvant s'engager donc profondément dans la cité, alors, à l'extrême droite certes, mais pouvant s'engager malgré tout profondément dans la cité. Et donc l'Action française, elle est intéressante pour l'historien, parce que c'est pas quelque chose de clérical, c'est pas la Fédération nationale catholique, justement, c'est un des premiers lieux où le laïcat est libre de ses choix politiques, et se débarrasse, mais en tout cas se tient à l'écart du clergé, et vit ses propres aventures politiques de laïcat, etc. Bon. Et donc ça, c'est plutôt positif dans l'histoire de l'Église, c'est un des premiers lieux d'émergence d'un laïcat libéré du cléricalisme. Bon. Mais en même temps, cette Ligue d'Action française, elle se tient tout proche en même temps du catholicisme. Et
Alors qu'au départ, c'est plutôt des incroyants. Peu à peu, finalement, ça marche. La présence du Cabrières et de quelques autres marche. L'apostolat auprès des ligueurs marche. C'est-à-dire que notre Ligue d'Action française devient de plus en plus catholique au fil du temps, dans la guerre de 14, puis dans les années 20. Alors qu'elle part d'un point de départ nietzschéen, elle va se catholiciser de plus en plus. Bon. Alors Maurras, il faudra attendre son lit de mort, hein, pratiquement. Mais par contre, les conversions de maurassiens sont de plus en plus nombreuses dans la guerre. Et donc, voilà qu'une Ligue, au départ très laïque, où des catholiques s'engagent et qui va être de plus en plus catholicisé, on pourrait dire. Et là aussi, il y a une sorte de piège de l'histoire. C'est-à-dire que plus la Ligue est catholique, et plus, on pourrait dire, elle devient déficiente du point de vue religieux. Au départ, tant qu'elle est lointaine, bon, finalement, c'est des gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais plus elle se catholicise, et plus, on pourrait dire, les points où elle n'est pas encore au point, ça devient un peu de l'hérésie. Hein. Et donc, plus elle est catholique, et plus elle devient condamnable, du point de vue de la doctrine catholique. Et là, il y a une sorte de piège de l'histoire. À catholiciser la Ligue d'Action française, on la rend de plus en plus, on pourrait dire, condamnable du point de vue religieux. Et donc, il va y avoir une épreuve de foi en 1926-27, après la mort de Cabrières. On ne sait pas comment il aurait réagi. Il n'aurait pas très bien réagi, à mon avis. Mais après la mort de Cabrières, ça va être son successeur, Monseigneur Ménien, qui était monarchiste aussi, mais qui va devoir gérer tout ça. Lorsque nos ligueurs catholiques, donc maurassiens, vont devoir choisir, on pourrait dire, entre le politique d'abord, et puis ce que Maritain appellera la primauté du spirituel. Et donc là aussi, bon, il ne se rendait pas compte de tout ça, hein, finalement, Cabrières, mais on fait de l'histoire, puis on ne sait pas forcément quelle histoire on fait. Alors, dernier point, l'histoire que l'on rate, ou à laquelle on passe à côté. Et donc, on peut se demander, pour finir, si le cardinal de Cabrières, bon, on a vu comment il était pleinement un homme de son temps, mais est-ce qu'il a toujours été très prophétique, hein, bon. Au moment où il meurt, j'ai relu un peu la presse, l'Action française, la Croix, au moment où il meurt, là, on en faisait presque un santo subito, là, hein, un saint immédiatement. On commençait à raconter des anecdotes édifiantes, comme quoi, jeune homme, il s'était lancé dans des buissons d'épines pour éprouver son ascèse, enfin, la vie des saints, quoi. Bon, ensuite, on voit bien que ça n'a pas été suivi, qu'il n'y a pas eu de projet de canonisation, de béatification du cardinal de Cabrières, hein, et donc, tout en respectant pleinement la figure, etc., bon, on ne pourrait pas dire que c'est une figure de sainteté, et donc il lui a manqué quand même quelque chose peut-être d'un peu prophétique. Cholvy, dans son bouquin, a montré que sur 3 points au moins, il était resté très en retrait, tout en étant très ultramontain et très romain. Sur 3 points au moins, il était resté très en retrait par rapport à ce que disait Rome. Et il était un peu dans une position de Rome, comme le cardinal Sarrat aujourd'hui vis-à-vis du pape François, quoi, si vous voulez. Bon, dans pas mal de domaines, en retrait. Hein, voilà. Bon. Et donc, premier point, la question politique. Bon. Le grand pape de Cabrières, c'est le pape de sa jeunesse. On aime toujours le pape de sa jeunesse. Donc lui, c'est Pie IX. Léon XIII, il a eu beaucoup plus de mal, vous voyez, hein, Léon XIII, qui est justement celui qui réinvente la papauté après qu'elle soit sortie de son Moyen-Âge, et qui la réinvente en la redéployant dans tous les domaines. Dans le domaine d'abord en faisant une centrale idéologique, de l'enseignement, des universités romaines, des séminaires où on va envoyer les meilleurs séminaristes à Rome pour se former, etc. Bon, Léon XIII invente ça. Rome, centrale idéologique. Il la réinvente politiquement, en intervenant dans les crises politiques de tel ou tel pays, et notamment pour la France, en prêchant le ralliement. Il la réinvente sur la question sociale, en faisant de la papauté. Il y avait déjà les socialistes, mais face aux socialistes, comme le lieu d'une autre résolution possible de la question sociale. Il la réinvente sur le terrain diplomatique, il la réinvente également sur le terrain œcuménique. C'est pas encore l'œcuménisme, c'est plutôt l'unionisme, mais il avait des grands projets, Léon XIII, de reprendre langue. Je rappelle que le monde catholique à l'époque, c'est devenu un petit monde latin, bon, hein, tout petit monde latin, avec une antenne en Irlande et une antenne en Pologne, quand même, mais le pape, c'était ça. Et donc, il a fallu que la papauté se mondialise, qu'elle découvre le monde anglo-saxon, qu'elle découvre le monde protestant, etc. Et c'est sous Léon XIII que ça commence, en prenant langue avec les anglicans, avec les Russes, avec toute une série de projets, pas encore œcuméniques, mais déjà ce qu'on appelait l'unionisme. Alors, sur un certain nombre de ces points, Cabrières a bien adhéré à tout ça.
Par exemple, je ne sais pas ce qu'elle est devenue dans les déménagements de l'archevêché, hein, mais il nous a légué une magnifique bibliothèque anglaise. Alors, je ne sais pas trop où elle en est maintenant. Cholvy en avait fait l'inventaire, mais il était passionné par les questions anglicanes. Il avait lu Newman, il avait lu le mouvement d'Oxford. Alors, il n'a pas tellement écrit là-dessus, mais par contre, il suivit de très près tout le problème avec les protestants, justement, et notamment le protestantisme anglais et le mouvement d'Oxford. Et donc, sur certains points, il a tout à fait collé aux nouvelles orientations données par Léon XIII. Mais sur d'autres points, donc, il est resté très en retrait. Donc, d'abord, sur la question du ralliement politique. Léon XIII demande le ralliement des catholiques français à la République en 1890, puis 1892. Bon, Cabrières, il n'a pas fait d'esclandre, pas de scandale, etc. Mais enfin, il n'a pas non plus... enfin, il ne s'est pas rallié lui-même, d'abord. Il s'était déjà rallié une première fois, parce qu'il était légitimiste, mais lorsque le candidat légitimiste Chambord meurt en 1883, il était devenu orléaniste, comme la plupart des monarchistes. Bon, et donc il n'est pas allé plus loin, quand même, en applaudissant pour la République. Hein. Donc il n'a pas été, on pourrait dire, un soutien très fort du pape Léon XIII dans cette question, la politique française du pape Léon XIII. Alors, est-ce qu'on peut lui reprocher ou pas? Bon, c'est vrai que le pape Léon XIII, c'était aussi un choix politique. Bon, puis mais on ne peut pas refaire l'histoire et dire ce qui se serait passé si tous les catholiques français s'étaient ralliés en masse, comme Léon XIII leur demandait. Hein. On n'est pas là pour faire une histoire parallèle. Mais en tout cas, bon, on pourrait dire qu'il a un peu été du côté de ceux qui ont saboté, ici, l'effort de Léon XIII. De même, sur la question sociale, Léon XIII est donc le pape qui, en 1891, inaugure, on pourrait dire, la doctrine sociale de l'Église par son encyclique Rerum Novarum. Et donc, Cabrières a eu une position ambiguë. L'encyclique n'a pas été publiée dans le diocèse. Même, alors je connais assez bien ça, parce que mon premier travail d'historien, ça a été de faire mon mémoire de maîtrise sur une revue que m'avait refilé Cholvy, qui s'appelle La sociologie catholique, qui est une revue montpelliéraine, qui naît en 1892, créée par l'abbé Sahu, le fondateur en même temps de la paroisse Saint-François, hein, et dont va s'occuper un laïc ensuite, juriste Jean Coulazou, et qui était une revue de vulgarisation, justement, de l'encyclique Rerum Novarum. Donc, Cabrières n'a pas bloqué tout ça, et Montpellier est un des premiers lieux, c'est une des premières revues qui cherche à, de même qu'aujourd'hui, il y a tout un mouvement dans l'Église universelle pour vulgariser l'encyclique Laudato Si. Bon, mais à l'époque, il y a eu le même impact de Rerum Novarum, et Montpellier est bien placé, puisque la sociologie catholique a été une de ses premières revues à vulgariser, pendant plusieurs années, l'encyclique Rerum Novarum. Mais, pour ce qui est Cabrières lui-même, on ne peut pas dire qu'il soit allé profondément dans les intuitions sociales du pape Léon XIII. Il n'a pas bloqué, il n'a pas trop crossé Coulazou. On voit qu'il y a eu des tensions parfois entre lui et Coulazou et la revue Sociologie catholique. Enfin, il a laissé malgré tout la revue exister. Pudiquement, on dit qu'il mettait régulièrement en garde. Bon, il mettait en garde, mais bon, il n'empêchait pas, c'est déjà quelque chose, hein, pour l'époque. Bon. Mais bon, quand même, lui, son modèle restera toujours quand même l'école du patronage, l'homme d'œuvre. C'est le modèle que vous pouvez observer à la manufacture royale de Villeneuvette, la cité ouvrière là-bas près de Lodève, où il y avait 400-500 ouvriers et un patron qui était à la fois très social, mais qui en même temps l'était par charité, plus que par justice. Donc c'est une cité du travail, très patronale, mais pas question de faire naître, de promouvoir des nouvelles élites sociales venues du peuple, etc. Et donc, bon, et Cabrières, comme je disais tout à l'heure, il a été contre le sillon, et tout ce qui, dans le catholique. Bon, en même temps, ici, c'est son diocèse entier qui était un peu arriéré sur ce plan de la question sociale. On n'a pas de présence ouvrière, on avait un prolétariat agricole misérable, donc on ne peut pas trop lui reprocher non plus, puisque l'ensemble du diocèse n'était pas à la hauteur, on pourrait dire, de l'encyclique de Léon XIII. Alors le troisième point, c'est le dernier point sur lequel je dis, est-ce qu'il a été vraiment prophète? C'est cette histoire d'union sacrée. Bon, Benoît XV a multiplié les efforts dans la guerre pour essayer de l'interrompre, et pour se placer en médiateur, etc.
Et là aussi, Cabrières n'a pas tellement été ultramontain sur ce point, hein, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui ne comprennent pas trop ce que veut faire Benoît XV, en tout cas qui n'accompagnent pas trop l'initiative de Benoît XV, lui répondent très poliment, très gentiment, on prie pour vous, très Saint-Père, c'est beau ce que vous dites, mais c'est inadaptable dans notre diocèse, etc. Et alors je finirai quand même, puisque je suis spécialiste plutôt de Maritain. Maritain est un filleul de Léon Bloy, et donc un catholicisme plutôt sulfureux, n'est-ce pas? Et donc je suis allé voir dans le journal de Léon Bloy, qui est prodigieux, ce que Léon Bloy pensait de Cabrières. Et donc il n'y a pas beaucoup de mentions de Cabrières dans le journal de Léon Bloy, mais tout d'un coup Léon Bloy s'insurge en 1915 contre la prédication scandaleuse du cardinal de Cabrières, qui espère... Attendez, il faut que je prenne mes lunettes. Alors, le cardinal, donc, il parle de la lettre scandaleuse que Cabrières vient de publier dans La Croix le 1er juillet 1915, et donc, pourquoi cette lettre scandaleuse? Elle expire son indignation pastorale contre la Sainte Vierge. Je dis, quand même, qu'est-ce que le cardinal Cabrières est-il allé raconter contre la Sainte Vierge? Il outrage la Mère de Dieu, hein, c'est Léon Bloy qui écrit ça. Et donc, je suis allé voir du coup cette lettre de Cabrières dans une page entière quand même de La Croix, le 1er juillet 1915, où il réglait ses comptes avec la brochure d'un Montpellierin local qui était un peu un illuminé, le docteur Mariavé, qui avait été officier, etc. Bon, et bon, dans tous les diocèses, on a quelques illuminés qui aiment bien les apparitions. Bon, et donc ce docteur Mariavé, illuminé de l'époque, et Montpellierin par ailleurs, avait fait donc des brochures pour les apparitions de la Salette. Et le secret, notamment, de Mélanie Calva, la voyante de la Salette. Bon. Et naturellement, Mariavé, bon, déjà Léon Bloy lui-même était un dévot de la Salette, Mariavé était aussi un dévot de la Salette, et dans la Salette, c'est une apparition compliquée, puisqu'il y a à la fois le message officiel, mais il y a aussi les messages privés de Mélanie, la voyante, qui n'est morte qu'en 1904. Et donc, les salettistes, il y a les salettistes, et puis aussi il y a les mélanistes, c'est-à-dire ceux qui vont plus loin que la Salette et qui deviennent mélanistes. Bon. Alors, dans cette longue lettre, le cardinal Cabrières a expliqué qu'il était salettiste. Salettiste, c'est-à-dire qu'il avait 16 ans en 1846 au moment des apparitions, et donc ça avait beaucoup parlé, c'était en Dauphiné, pas très loin de chez lui, etc. Et donc il était, naturellement, toute sa famille avait vibré aux apparitions de la Sainte Vierge, à deux bergers, etc. Mais par contre, il n'était pas du tout mélaniste. Et il reprochait notamment à Mélanie son anticléricalisme, parce que dans le secret de Mélanie, c'est un secret très anticlérical, autant qu'elle décrit le clergé comme un cloaque d'impureté. Bon, pas question de parler comme ça des prêtres, des évêques, un cloaque d'impureté, vous n'y pensez pas. Et puis, d'autre part, un des grands débats masqués en 1418, c'est est-ce qu'un prêtre peut porter les armes pour participer, ils sont mobilisés donc pour participer, pour donner la mort dans les tranchées comme les autres. Que les prêtres soient aumôniers, brancardiers, bon, tout ça peut se comprendre, mais est-ce qu'un prêtre peut directement porter les armes? Et donc l'union sacrée masquait ce vrai débat-là. Et Cabrières, dans ce contexte du ton sacré, est choqué par la question. Oui, pour lui, un prêtre peut porter les armes. Enfin, il escamote un peu la question là. Et donc, je me demande, pour terminer, si... alors, je ne suis pas moi-même très mélaniste, mais malgré tout, dans le mélanisme s'exprimait un certain nombre aussi de déficiences, on peut dire, de l'Église de cette époque-là, de déficiences qui avaient un caractère, on pourrait dire, tordu, oui, porté par des imaginaires compliqués, mais en même temps de prophétique, hein, à savoir plainte contre le cléricalisme, la plainte contre une homélitique purement nationale. Hein. Dans la guerre de 14-18, l'essentiel de l'homélitique a été purement national et nationaliste. Et donc, il y avait un refus de recevoir là, du cardinal Cabrières, et bon... c'est peut-être un peu la limite ou l'histoire à côté de laquelle il est passé. Voilà, je vous remercie. Bien, donc merci pour ce panorama. Alors, est-ce qu'il y a des interventions, des commentaires, des questions?
questions. D'abord, c'est pas simplement autrefois, c'est encore comme ça pour l'Alsace, la Moselle et le ministère des Armées, enfin l'évêque aux armées, pardon. Et donc c'est le ministre de l'Intérieur. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça aurait pu nous faire, pendant toute la période du Concordat, des évêques très politiques, vous voyez, béni oui. Mais il se trouve que la France a changé 10 fois de régime, hein, ou pas 10 fois, j'exagère, mais... Et donc, ce qui fait que comme chaque régime nommait les siens, on a eu quand même un épiscopat très panaché. Hein. Et donc, Napoléon avait d'abord eu ses évêques, puis après il y a eu la Restauration, Louis Charles X qui a eu ses évêques, puis on a eu des évêques orléanistes avec Louis-Philippe, puis on a eu Napoléon III et donc des évêques bonapartistes avec Napoléon III. Alors, pour Cabrières, il tombe en 1873, c'est-à-dire la fenêtre où c'est déjà... La Troisième République, vous savez, c'est un régime compliqué, parce qu'il naît en 1870-71, mais sans s'appeler République, il faut attendre 1875, et les lois constitutionnelles, pour qu'ils s'acceptent, qu'ils se reconnaissent comme une République, et les Républicains n'arrivent au pouvoir qu'en 79. Hein. Donc c'est un régime qui naît en 3 étapes, 70, 75, 79. Les Républicains, c'est-à-dire Grévy, Gambetta, Ferry, bon, ils n'arrivent qu'à la fin. Dans tout le début de la Troisième République, c'est ce qu'on appelle l'ordre moral, c'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir, MacMahon est président, et les gens qui sont au pouvoir ont l'idée au départ de restaurer la monarchie, ou restaurer, ils ne sont pas d'accord en fait entre eux, il y en a qui veulent restaurer les orléanistes, d'autres les légitimistes, d'autres les bonapartistes, il y a le drapeau blanc, Henri V, bon. Et donc il y a eu toute une phase d'ordre moral, c'est tous des conservateurs, mais ils ne sont pas d'accord entre eux pour savoir ce qu'ils veulent restaurer. Et donc c'est dans cette fenêtre d'ordre moral qu'il n'y a pas de problème pour que Cabrières puisse devenir évêque, hein, lui qui est légitimiste. C'est un moment où Henri V était sur le point d'être rappelé comme roi de France. Hein, voilà. Et c'était vraiment ça a été l'expression de tout un courant, et même par rapport à MacMahon, la nomination de Cabrières, de l'abbé de Cabrières, est passée pour quelque chose un peu à frottement dur, parce que ça nous mettait à l'époque un petit peu en bisbille avec Bismarck, parce que Monseigneur Plantier était à la tête du mouvement anti-Kulturkampf. Vous savez que Bismarck essayait de minimiser le catholicisme allemand, et Plantier était vraiment en tête là-dedans. Il avait publié juste 2 jours avant la nomination un mandement extrêmement ferme de ce point de vue-là. Ce qui fait que, d'ailleurs c'est assez cocasse, MacMahon, j'allais dire téléphone, non, il contacte le fameux Numa Maragnon, qui était le copain, si on peut dire, de Cabrières, et qui était responsable du bon à tirer du journal officiel, où paraissait la nomination de l'abbé de Cabrières. Et MacMahon lui dit, non, écoutez, bloqué, parce que, il a fait un petit mensonge, monsieur le maréchal, c'est pas possible, le bon à tirer est signé. Bon, mais tant pis. Et il s'y en est fallu, finalement, peut-être, de peu, que Monseigneur de Cabrières ne soit pas nommé. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit, oui, bien sûr, chaque gouvernement imprégnait un peu les évêques qu'il nommait. Alors, il y avait ceux qui, effectivement, puis il y en avait un certain nombre qui avaient aussi on pourrait dire, des fidélités fluctuantes. Mais en 1900, au moment de la séparation, la majorité des évêques, à la fois par souci de ne pas froisser le gouvernement, parce qu'ils avaient une fibre un petit peu républicaine, et puis en se disant, mais on ne va pas retourner dans les granges si on n'a plus les églises, si on n'a plus les presbytères, si on n'a plus... Comment est-ce qu'on va faire? Et donc la majorité était disposée à accepter les associations cultuelles telles que le gouvernement les disait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était? C'était un peu un retour à la constitution civile du clergé, c'est-à-dire que les biens de l'Église seront gérés par des associations élues par les fidèles et qui permettra la liberté du culte. La seule chose évidemment, qui coinçait, c'était que là-dedans, la hiérarchie naturelle de l'Église, c'est-à-dire l'autorité de l'évêque, était complètement niée. Et à l'Assemblée, la fameuse Assemblée de l'épiscopat français à la Muette, c'est Monseigneur de Cabrières qui a pris la tête finalement de la minorité des évêques en disant, ben, écoutez, si on est condamné à rentrer dans les granges, on ira dans les granges. Mais on ne va pas sacrifier la structure de l'Église et se mettre à genoux devant l'État. Et c'est
certainement cette position-là qui fait que, d'ailleurs, on a trouvé que ça tardait un petit peu, qui a fait que Pidis l'a nommé cardinal, puisqu'il incarnait vraiment ce que le pape pensait, puisque Pidis a donc refusé les cultuels, donc l'épiscopat a été obligé, bien entendu, de les refuser aussi, et ce n'est qu'après la guerre qu'il y a eu un modus vivendi, la reconnaissance de cultuels sous la présidence de l'évêque. Mais le fait que Monseigneur Cabrières ait eu la longévité qui lui donnait à la fois le titre de doyen de l'épiscopat, parce qu'il était parmi les plus anciens des évêques, et d'avoir été nommé par un gouvernement qui, évidemment, n'était pas du tout dans l'optique du gouvernement de 1905. Et c'est ça aussi qui a assis considérablement son autorité. Bon, j'ai pas relu, j'avoue que j'ai pas relu pour l'occasion, j'ai lu dans son temps le livre de Chauly, et donc j'ai une vision un peu vague de Cabrières lui-même dans le débat moderne. Bon, il a été candidat à l'Action française et à l'Académie française, et c'est Monseigneur Duchesne, justement, l'aile droite, on pourrait dire, du modernisme, qui a été élu. C'est une époque où on pouvait présenter plusieurs ecclésiastiques l'un contre l'autre. Aujourd'hui, ça ferait un peu désordre, mais à la même chaire, au même fauteuil de l'Académie française. Et donc, Cabrières a été battu, et c'est Duchesne, un modernisant en tout cas, qui a été élu à l'Académie française. Alors, l'encyclique à laquelle vous faites allusion, ça doit être Aeterni Patris, qui est donc l'encyclique la première de Léon XIII sur le renouveau thomiste. Alors, on n'est pas un diocèse très intellectuel aujourd'hui, mais déjà à l'époque, et donc on ne peut pas dire que Cabrières ait joué un grand rôle malgré son amitié avec un certain nombre de dominicains, comme le père de Pascal, ou le père Janvier, qui fera son panégyrique, qui était le grand dominicain des sermons de Carême, de Paris, etc., très action française lui aussi, etc. Ou le cardinal Billot. Oui, mais là c'est un jésuite. Il a été cardinal en même temps. Bon, Cabrières n'a pas été... il n'a pas beaucoup écrit non plus, qui nous permettent de voir ce qu'il pourrait écrire, etc. C'est évident qu'il est plutôt du côté du renouveau thomiste que du côté du modernisme. Alors le renouveau... Attention, il y a eu un vrai clash entre les deux. Hein, c'est-à-dire que d'abord, c'est pas tout à fait sur les mêmes... Le renouveau thomiste, c'est d'abord le renouveau d'une philosophie, donc demandé par Léon XIII en 1879, avec Aeterni Patris. Tandis que le modernisme a d'abord été sur le terrain des sciences humaines, on pourrait dire. Hein, l'archéologie, les histoires l'histoire du christianisme, les débuts de l'exégèse, etc. Et à l'époque, on faisait encore mal, aujourd'hui tout ça est mêlé, bien sûr. Mais à l'époque, les choses sont quand même très, très séparées, et il faudra du temps, justement, pour arriver à reconstruire une épistémologie de tout ça. Là, on est dans une épistémologie un peu éclatée, où il y en a des philosophes, il y en a qui font de l'exégèse, etc., mais sans épistémologie philosophique ou théologique. Et donc, c'est pour ça que le modernisme va être condamné, parfois avec raison, parfois de manière exagérée, bien sûr, mais parce qu'il fonctionnait un peu comme une exégèse un peu sauvage, sans épistémologie philosophique ou théologique. Voilà. Et à l'inverse, on a un thomisme qui était un peu, à l'époque, loin des sciences humaines, fonctionnant parfois un peu en discours idéologique à part, et donc il va falloir du temps pour arriver à reconnecter tout ça. Alors, je n'ai pas creusé la question pour aujourd'hui, donc il faudrait que je relise tout ce que dit Chauly pour voir comment Cabrières se situait dans tout ça. Je pense pas, autant il s'est intéressé à la question anglicane, par exemple, et au dialogue, autant ces questions-là, mais je ne crois pas qu'il ait beaucoup investi le temps nécessaire là-dessus. Mais je me trompe peut-être. Hein, voilà. Par contre, sur la question que vous vous posez des rapports foi et raison, il y a quelque chose qui est souvent oublié aujourd'hui. C'est que la conciliation de la foi et de la raison est au cœur même de la réflexion théologique du XIXe siècle. Et elle culmine à Vatican I, dans lequel alors, Vatican I, on a retenu que l'infaillibilité pontificale, mais dans Vatican I, vous avez solennellement, si quelqu'un dit que l'esprit humain est incapable, à partir des seules connaissances de la nature et de l'application de la raison, d'arriver à la connaissance du Créateur, etc., qu'il soit anathème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Le Vatican I dit bien
que quiconque mettra une barrière entre ce qu'on peut appeler la théologie naturelle, hein, je ne parle pas de la théologie révélée, mais la théologie naturelle et la raison est hérétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, et qui est quand même, et sur lequel Benoît XVI a beaucoup réinsisté depuis, par contre, en disant la dichotomie foi-raison n'est pas chrétienne. Le problème du modernisme, comme tu le dis, c'est que c'est effectivement un rationalisme sans barrière, sans épistémologie. C'est-à-dire, c'est une vérité scientifique partielle, mais qui n'est pas une connaissance complète, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte tous les éléments qui permettent d'arriver à la vérité. Et c'est ça la grosse différence, c'est la grosse difficulté, parce que, évidemment, au début du 19e, et d'ailleurs, quand on parlait de l'élection à l'Académie française, celui qui initialement aurait dû postuler à l'Académie française, c'était Monseigneur Mignot, qui a été votre prédécesseur à l'archevêché d'Albi. Hein, voilà. C'était Monseigneur Mignot qui, lui, était tout à fait dans cette mouvance-là. Et qui a été biographié aussi. Pardon ? Qui a eu une belle biographie. Oui, tout à fait. Très intéressante. Et Monseigneur Mignot, donc, qui d'ailleurs vivra très mal que Monseigneur Cabrières se présente et lui souffle finalement la candidature. Et les académiciens français, qui étaient quand même très rationalistes, se sont dit on ne peut pas élire Cabrières, Mignot n'ira jamais contre lui, donc on va prendre Duchesne. Oui, il y avait trois ecclésiastiques sur la même chose, sur le même fauteuil. Bon, ceci dit, la culture de Cabrières, bon, il s'est intéressé à tout ça, on pourrait dire, mais un peu d'ailleurs pareil que l'Action française, qui va être très antimoderniste et très... il n'y aura pas de chantre du renouveau thomiste plus fort qu'à l'Action française à un moment donné. Mais avec une certaine, comment dire, ça reste malgré tout des gens qui ont une culture très littéraire. C'est-à-dire qu'ils sont pas, et Cabrières un peu pareil, c'est-à-dire ce qu'il intéresse, sa vraie culture à lui, c'est le Félibrige, c'est le Mistral, il a raté de très peu l'ultime confession de Mistral, puisqu'il arrive quelques heures après la mort de Mistral. Et pourtant, il a que des choses à dire. Non, il voulait confesser Mistral, il n'a pas pu, mais bon, c'est-à-dire c'est une culture plus fleurie, on peut dire, hein, plus liée à la littérature, le Félibrige, la littérature provençale, etc. Donc, sauf dans des domaines, des secteurs comme l'anglicanisme, je ne crois pas qu'il ait vraiment approfondi assez pour que ça soit vraiment intéressant, sa position sur le... mais je me trompe peut-être, mais dans mes souvenirs, en tout cas, voilà, c'est pas trop son voyant. Voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Pour compléter ce que disait Michel Fourcade tout à l'heure, il a eu bien sûr un certain nombre on pourrait dire, de hier, mais je trouve que ce qui est très positif dans sa personnalité, c'est ce que j'essaie de dire un peu au début, c'est-à-dire sa conception de la tradition. C'est-à-dire la tradition, c'est pas du formatage, la tradition, c'est un don qui nous est fait et qui nous oriente vers un certain nombre de solutions et auquel il a très sincèrement et sympathiquement adhéré. Alors après, dans tous les mouvements, bien sûr, par rapport à Léon XIII, il est très, très en retrait, mais le ralliement de Léon XIII, c'était pas si simple que ça. Lorsque Léon XIII meurt, il dit, en parlant du gouvernement français, ils nous ont bien eu. Ils nous ont bien eu. C'est-à-dire qu'on leur a tout donné, le ralliement, etc., etc., et plus on leur a donné, plus ils nous ont persécutés. Alors après, avec le regard de l'histoire, etc., on peut nuancer. Mais c'est vrai que la démarche de Cabrières, ça a été de dire je fais confiance à cette tradition qui finalement a fait ses preuves dans le passé et qui nous donnera des solutions dans l'avenir. Ces solutions que l'on voit plus ou moins. Alors évidemment, je pense qu'il a adhéré, comme tu l'as dit, hein, à l'union sacrée en se disant finalement c'est un mouvement qui fait avancer les choses. Mais même l'Union sacrée, comme tu l'as bien souligné, le regard de Benoît XV nous dit aussi, et ça a été le suicide de l'Europe. Hein. En soi, l'Union sacrée, ça a marché. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, ça a rendu la laïcité viable. Il en reste encore quelque chose. Oui. Quand je dis, après, c'est d'un point de vue chrétien, ma troisième partie mélaniste veut simplement dire qu'en tant qu'évêque, il y a peut-être autre chose à dire aussi que l'homélitique nationale de 14-18.
Mais pour l'homilétique nationale, elle a bien fonctionné. Elle a collé ça lui vaut non seulement la Légion d'honneur, mais 30 000 personnes à ses obsèques. Hein, donc les gens l'ont très bien reçu. Hein, donc, et de même son monarchisme, à l'époque, bon, plus il vieillit, évidemment, plus la chose devient un peu mélancolique. Mais à l'époque, ça colle complètement à la région, à la sociologie de la région. Il a bien collé. Ma seule question, disons, c'est il a trop bien collé à sa sociologie, quoi, pour être sain. Voilà. Il a fait parfaitement ce que lui disait sa sociologie. Voilà. Mais bon, en même temps, il est dans les limites aussi de sa sociologie, donc de son époque. Voilà. Je voudrais remercier les deux intervenants, les deux conférenciers. Vraiment, c'était passionnant. On pourrait rester jusqu'à minuit avec vous écouter, échanger avec vous. Mais vraiment, merci de tout ce que vous avez apporté, de connaître le canal Cabrières, son époque. C'est vraiment un élément essentiel. Je voudrais remercier les frères dominicains de nous avoir prêté ce lieu. Vous avez un instant du Corbeil, si vous le souhaitez, pour aussi une manière de manifester notre attachement à la communauté. Monsieur Guillaume Vandenhout est celui qui a fait le... C'était juste pour signaler, pour les personnes qui sont intéressées, qu'il y a des catalogues de l'exposition qui sont disponibles à la suite. Voilà, le catalogue que vous avez fait. C'est vous qui avez fait l'exposition? Oui, oui. Bah, vous méritez des applaudissements aussi.